Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de notre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel dans tout projet immobilier, le financement. Et plus précisément, le prêt immobilier. À ma gauche, un courtier en prêt immobilier qui va se présenter juste après. Et à ma droite, nos collaborateurs des agences de Pontoise, Méry-sur-Oise et Saint-Olomone qui partageront les questions de leurs clients. L'objectif de cet épisode est simple, répondre aux vraies questions de nos clients, sans jargon bancaire ni discours commercial, et avec un maximum de pédagogie. Si vous avez un projet immobilier en cours, cet épisode est fait pour vous. Nous avons invité Romain Lapena, courtier en prêt immobilier, qui a accompagné plusieurs de nos clients pour répondre à vos questions et leur donner des astuces précieuses. Alors pour commencer, Romain, je vais te laisser te présenter ton parcours, ton rôle dans ton agence et la manière dont tu accompagnes tes clients. Alors bonjour Christophe, bonjour Guillaume, merci pour l'invitation déjà. Je vais expliquer mon rôle et mon parcours. Alors je suis Romain Lapena, j'ai été banquier pendant 10 ans au sein de plusieurs établissements, donc en passant de l'accueil à directeur d'agence en partant. J'ai voulu me lancer dans un nouveau domaine qui est le courtage, et parce que le prêt immobilier était vraiment ce que je préférais en banque. Okay. Donc du coup, je me suis lancé dans une entreprise qui s'appelle Credissimo en tant que courtier. J'ai fait mes classes avec des agences qui m'ont fait confiance, avec justement beaucoup de dossiers, ce qui m'a permis de profiter pour passer responsable d'agence à Pontoise, du coup, à côté de votre agence. Et j'ai ensuite encore franchi une étape où je suis passé directeur commercial de Credissimo du 1er janvier 2026. Exactement, une belle évolution avec, vu tes résultats, au final tu as réussi à... Credissimo m'a fait confiance. Exactement. Et comment on pourrait résumer ton travail ? Alors, je pense que le travail de courtier, c'est un travail où il faut faire preuve de beaucoup de persévérance. On est un peu le tampon entre les notaires, les agents immobiliers, les clients. Et on n'est pas, mais c'est vrai qu'on est souvent, on te sollicite souvent aussi. On sollicite pour tout. On est là pour faciliter faciliter les prêts immobiliers. En fait, on n'est pas là pour faciliter le travail des clients et que ce soit beaucoup plus simple pour tous les intervenants du prêt. Exactement. Alors justement, avant d'aborder les questions des clients, comment décrirais-tu le climat actuel du crédit immobilier ? En une phrase, très, très concrète. En une phrase, le climat est plutôt sain et ça se passe très bien en ce moment. Merci. Et ce que tu viens de décrire, en fait, décrit exactement ce que nous ressentons, nous, sur le terrain. On n'a pas de soucis de prêt immobilier, tout se passe super bien et encore plus en travaillant avec toi. D'ailleurs, avant de faire réagir nos collaborateurs autour de la table, nous avons voulu donner la parole directement aux principaux concernés, les clients. Nous sommes donc allés à leur rencontre et nous leur avons posé une question simple. Quelles sont vos interrogations aujourd'hui quand vous pensez à un prêt immobilier ? On écoute la première question et on en parle juste après. Est-ce que vous auriez une question aujourd'hui, une question que vous vous posez concernant votre futur prêt immobilier ? Ouais, j'aurais une question, c'est concernant l'apport sur un bien immobilier, sur l'achat du coup d'un bien. Combien il faudrait mettre d'apport minimum ? C'est ça ma question, et si vous pouvez me répondre à cette question, ça serait top. Donc c'est probablement la question qui revient le plus souvent. Faut-il de l'apport, et si oui, dans quelle proportion ? Les banques en principal demandent 10% d'apport. Okay. Maintenant, aujourd'hui, ça dépend vraiment des établissements. Aujourd'hui, on a des banques qui nous demandent par exemple 10% d'apport, quand d'autres nous demandent 0 d'apport. Ça doit dépendre des dossiers aussi en vrai. En fait, ça dépend des dossiers, ça dépend du lieu d'achat, ça dépend de la politique de la banque du moment et de l'âge du client. Il y a énormément de points qui déterminent si on doit mettre ou pas de l'apport. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de banques demandent plus d'apport lorsque le bien a une lettre énergétique au-delà de E. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres banques où, par exemple, certaines banques dans l'heure me demandent 0 d'apport, peu importe le projet. Et j'ai aussi des clients qui préfèrent garder leur épargne et passer sans apport, et certaines banques l'acceptent car ça leur permet de capitaliser sur de l'épargne. Donc en fait, si on devait résumer pour ceux qui nous regardent, oui, on peut emprunter sur 110%, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et selon les dossiers, on peut étudier. Tout dépend des dossiers, à chaque fois. On peut le faire, ça existe encore, j'en sors beaucoup. Maintenant, ça dépend des dossiers. Ok. On écoute maintenant une deuxième question posée par un autre client. Et si vous aviez un courtier devant vous, quelle question lui poserez-vous ?
Alors, ce serait plutôt pour les premières acquisitions, savoir si les banques elles font toujours confiance aux jeunes, aux premières acquisitions, primo-accédants, quoi. Là, on touche à quelque chose de très concret, la faisabilité. C'est une question que vos clients vous posent aussi très souvent, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens des blocages auprès des banques pour les primo-accédants ou est-ce qu'au contraire, ils sont friands de ce type de clientèle? Alors, au contraire, c'est un marché très porteur pour les banques. C'est justement leur cœur de cible la plupart du temps. D'accord. On a énormément de banques qui nous donnent des enveloppes de crédit avec des taux réduits pour des prêts coup de pouce ou coup de poing. Et je sais que pour y avoir travaillé, c'est vraiment le marché le plus porteur parce que ça permet de développer les clients sur une longue durée. Oui. Aujourd'hui, quand on leur apporte, nous, en tant que courtier, un projet avec un client de 25 ans, ils savent qu'ils vont pouvoir travailler avec le client pendant très longtemps. Okay. Ce qu'ils ne font pas forcément avec des personnes qui sont plutôt seniors. Et tu penses que c'est vraiment l'ensemble des banques qui sont sur cette idée-là ou c'est des niches de certaines banques ou est-ce que c'est 80% des banques aiment ce profil. D'accord. Certaines sont plus concentrées sur le pro ou des profils autres, mais la plupart des banques aiment beaucoup les profils primo-accédants. Ok. Donc autrement dit, si aujourd'hui un jeune couple souhaite acheter son bien plutôt que de louer, ce ne sera pas au niveau de la banque que ça devrait bloquer si le dossier est bon. Si le dossier est bien préparé, aujourd'hui, ça ne bloquera pas. Ok, ça marche. Allez, troisième et dernière question de cette séquence. Et vous, madame ? Moi, ça concernerait plutôt les assurances et aussi les prêts lorsqu'on est entrepreneur et qu'on est patron. Donc je sais que ça peut être plus compliqué. Donc est-ce qu'il y a des aides ? Comment ça se passe ? D'accord, très bien. C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Y a-t-il des particularités ou des choses à savoir pour le financement immobilier des entrepreneurs ? Alors oui, il y a beaucoup de choses à savoir. Il faut savoir que les banques se développent énormément sur le pro. Ils viennent même en agence chercher des dossiers pour les professionnels. C'est des dossiers qui sont un peu plus regardés. Il faut, pour la plupart des banques, comme ils le disent, 3 ans de bilan. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à trouver des financements quand les banquiers croient au projet. Aujourd'hui, on veut développer l'entrepreneuriat, donc les banques ouvrent de plus en plus de portes et si on se bat bien, nous, en tant que courtier, et que les banquiers acceptent de regarder des profils qui sont différents, qui dépendent, bien sûr, si on a des charges, pas de charges, si c'est du service. En fait, tout dépend du dossier. Aujourd'hui, des entrepreneurs viennent me voir. Ils ont entendu dans leur banque qu'ils n'ont pas 3 ans ou 5 ans de bilan. Et au final, en venant me voir, on arrive à trouver des banques qui les financent. Ça doit dépendre aussi sûrement de l'activité, non ? C'est l'activité, c'est le projet du client, s'il est bien ficelé, si la personne a déjà fait ça avant. En fait, tout dépend de l'entrepreneur. Si lui a bien préparé son projet, c'est beaucoup plus facile pour nous de le défendre auprès des banques. Ok. T'as pas en tête une activité qui serait plus facilement finançable ? Ça dépend vraiment de tous les profils. Ça dépend. Les banques aiment beaucoup les professions libérales. Maintenant, tout dossier se regarde. Il ne faut pas s'arrêter à un bilan. Si aujourd'hui la personne en 1 an a fait un chiffre qui est énorme, automatiquement la banque, si elle croit au dossier, va les suivre. Maintenant, si la personne, c'est juste un démarrage, par sécurité, il ne faut pas y aller, même pour le client. Mais si vraiment le profil est sécuritaire, on va aller sur ce type de dossier. Ouais. Puis, je pense que si on est sur une activité qui est très rentable dès le début, ça peut aussi forcément avoir un autre impact auprès des banques. Et ça fait partie de notre rôle aussi de défendre ces clients-là. Si on fait que des dossiers simples, que tout le monde peut passer, ou que les banques peuvent faire elles-mêmes, aujourd'hui, on n'a pas l'intérêt forcément à être là. C'est ça. Bah, attends, on va pouvoir savoir après si... je pense qu'on aura des questions autour de ça juste après. En tout cas, ces 3 questions résument très bien l'état d'esprit des clients. Il y a des projets, des envies, des besoins. Il y a aussi surtout beaucoup d'interrogations. Maintenant, nous allons approfondir ces sujets en abordant les questions que nos clients nous posent quotidiennement en agence. Pour cela, nous allons accueillir 3 membres de notre équipe qui partageront tour à tour les questions de leurs clients. Guillaume, vous avez sélectionné 2 questions que vos clients ont souhaité nous partager. On vous écoute. Alors moi, j'ai surtout une question qui revient quand même très très souvent, c'est aujourd'hui, avec les taux actuels, est-ce que c'est encore possible d'acheter ? Est-ce que c'est le bon moment ? Alors c'est une bonne question. C'est une question qu'on a aussi très souvent. Donc le panel est bien fait. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment un moment pour acheter ? Je pars du principe où la vie d'un prêt immobilier change toujours. Aujourd'hui, les situations de vie font que rares sont les personnes qui gardent leur prêt jusqu'au bout. On a toujours des rachats de crédit, on module les échéances, on se sépare, on se met en couple, on investit. Aujourd'hui, il n'y a pas un dossier
où il y a un dossier sur 10 qui va jusqu'au bout des 25 ans. Tout dépend du moment où on achète. Donc aujourd'hui, le moment d'acheter, je pense que c'est important dans le sens d'avoir sa résidence principale. Quand on va vers la retraite, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les retraites baissent, le marché est plus compliqué, mais le fait d'avoir un crédit immobilier en retraite ou un loyer peut faire du mal. Si on a préparé notre retraite, aujourd'hui, ça nous permet d'être mieux par la suite. Je sais qu'à une époque, je vous coupe, mais à une époque, la moyenne nationale des changements des déménagements, des changements de biens, était les propriétaires gardaient 7 ans le bien immobilier. Je sais pas si tu as une idée là-dessus. Ça n'a pas forcément changé. Ouais, je pense qu'on est encore sur ce. Ça n'a pas forcément changé. Après, on peut toujours renégocier le prêt ou pas à partir de quelle année on peut qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Aujourd'hui, pour renégocier le prêt, il faut analyser les intérêts qu'il reste. En fin de prêt, c'est plus difficile. La plupart des intérêts sont payés. Maintenant, tout dépend du marché. Les taux vont augmenter, baisser pendant les 25 ans ou les 30 ans ou les 20 ans du crédit. Ce qui fait qu'il faudra analyser à ce moment-là et continuer à consulter son courtier pour savoir si c'est le moment ou pas de... C'est intéressant, ouais. C'est intéressant. Exactement. Ça marche. Ok. Après, là, j'avais une deuxième question qui me vient, c'est, qui revient souvent, c'est est-ce qu'il est encore possible de financer à 110%? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, c'est peut-être plus. Là, c'est du. Alors là, c'est du plus concret. Oui, c'est encore possible. Maintenant, aujourd'hui, ça dépend de la qualité du dossier et si les clients s'y sont préparés. Aujourd'hui, financer à 110%, c'est un avantage pour des clients qui ont de l'épargne. Financer à 110% dépend du saut de charge. Donc le saut de charge, pour expliquer, par reste un terme bancaire. Si aujourd'hui, un client paye 800 € de loyer et va se mettre n'épargne pas, mais par contre va avoir une échéance de crédit à 1600, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, la banque va faire attention à ce que le client ne se retrouve pas dans une situation délicate par la suite. Donc l'important, c'est vraiment de préparer, de savoir où on va et de voir si le client est assez solide pour pouvoir emprunter comme ça. Mais j'ai des banques qui me financent aujourd'hui et ça dépend vraiment des éléments du dossier. L'épargne après opération, la lettre énergétique, on a beaucoup de facteurs qui rentrent. C'est pour ça que les 110% sont beaucoup plus regardés et que j'aime beaucoup les préparer en amont, voir avec le client et le préparer vraiment à cet achat. Mais en proportion, tu arrives à sortir à peu près combien de dossiers en 110% Ça dépend combien j'en ai. Si les dossiers répondent aux critères, aujourd'hui on les sort tous, mais ça dépend du secteur aussi, bien sûr, où le client achète. Et tu as encore beaucoup de clients qui demandent du 110%? J'ai beaucoup de clients que je dirige vers le 110% quand ils ont de l'épargne. Aujourd'hui, j'aime bien qu'ils gardent leur épargne pour d'autres projets en cas de coup dur. Parce qu'une fois que l'argent est dans le prêt immobilier, bien sûr, il est dans le prêt immobilier, on ne peut plus le toucher. Par contre, derrière, tant qu'il reste de côté, ça permet de pouvoir rebondir. Et j'ai une autre question encore sur ce 110%. Qu'est-ce que tu penses du 110% pour les investisseurs? Est-ce que les banques aussi sont ouvertes à ces choses-là ou pas? Alors, elles sont ouvertes. Quand c'est vraiment du marché pro, elles sont plus difficiles. Il faut de l'apport pour réaliser ces projets. Maintenant, comme je le dis souvent, il faut regarder le dossier. Il y a des dossiers qui méritent d'être sortis. Il y a des projets qui méritent de voir le jour. Et aujourd'hui, si je refuse un dossier au téléphone en 5 minutes, pour moi, c'est quelque chose qui est bâclé parce que aujourd'hui, c'est un dossier qu'on pourrait préparer et qui pourrait peut-être passer. Il faut étudier à chaque fois, appeler des nouveaux banquiers, appeler des banquiers qui sont aujourd'hui, ça dépend des opportunités. J'ai des banquiers qui, les 3 premiers mois, veulent faire de l'immobilier, les 3 mois d'après ne veulent pas en faire. Et en fait, tout dépend du marché et de ce qui se présente à ce moment-là. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir du monde, des connaissances et de se tenir à jour de leurs attentes. Ouais, c'est plus au cas par cas, du coup, au final. Tous les dossiers s'étudient, quoi. Tous les dossiers. On peut avoir 10 fois le même dossier. Selon les clients, ce sera jamais le même dossier. Selon ce qui se passe sur leur compte, selon ce qui se passe sur leur épargne, dans leur vie. En fait, tous les dossiers sont différents. Et c'est ce qui me plaît vraiment dans le courtage, c'est qu'il n'y a jamais rien qui est pareil. 2 fois le même dossier au même banquier, un va passer, un va pas passer. Et à chaque fois, c'est des surprises. C'est ce qui ressemble beaucoup à notre travail aussi, quand on n'a jamais un dossier qui se passe de la même façon. Et, donc ça nous parle. Merci Guillaume, ces questions reviennent très régulièrement sur le terrain, mais il reste des sujets qu'on n'aura pas encore évoqués. Et je pense qu'Ahmed va pouvoir nous les soumettre. Merci Guillaume. Merci à vous. Quelles sont les questions que vos clients vous posent le plus souvent en ce moment? Bonjour. Alors, les clients me posent donc plusieurs questions, dont celle-ci. Donc, comment est réellement calculée ma capacité d'emprunt? C'est la base du crédit. Aujourd'hui, la capacité d'emprunt est calculée par rapport au nombre d'années sur laquelle on emprunte, les revenus du client, l'âge maximum auquel le client peut emprunter,
Aujourd'hui, on peut faire une capacité sur 15, 20, 25 ans, même moins, même 30 ans pour certaines banques, et on calcule par rapport au revenu du client, son apport, ses charges, bien sûr, s'il a des crédits consommation, s'il a déjà des crédits immobiliers, s'il a des revenus locatifs, et on établit ça sur un certain nombre d'années pour savoir combien le client peut supporter comme charge. Beaucoup de nos clients, en fait, se posent la question et nous disent, nous affirment même, qu'on ne peut pas dépasser 33%. Et on s'efforce, nous, à leur expliquer que selon le dossier, s'ils le peuvent et selon les revenus, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors, ça correspond encore à ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, la base, c'est 35% pour l'échéance. Maintenant, aujourd'hui, un client qui gagne 1 500 € et un client qui gagne 6 000 €, aujourd'hui, on n'est pas sur la même proportion. Aujourd'hui, le reste à vivre compte beaucoup, donc ce qui peut supporter par la suite. Et à côté de ça, excusez-moi, je m'y perds. Donc le reste à vivre. Aujourd'hui, si demain je suis propriétaire de ma résidence principale, que je veux acheter un locatif, on sait pertinemment que ça va être compliqué d'arriver à être à 35% si j'ai déjà eu mon endettement maximal. Ouais. Par contre, si derrière j'achète un locatif et que je monte dans les 39% avec le loyer 40%, on a des banques qui suivent ce genre de profil. Après, on passe sur des projets qui sont autres avec des SCI professionnels qui peuvent aussi permettre d'investir. Et qui facilitent au final et qui ne comptent pas pour toutes les banques dans l'endettement. C'est ça. Certaines le prennent en compte, c'est ça. Certaines le prennent en compte, certaines ne le prennent pas. Ok. Toujours pareil, ça dépend aussi de ce qu'ils ont envie de faire sur le moment ou pas. Et puis, c'est encore le profil client qui déterminera le projet. Une question aussi qui revient souvent lors des découvertes des projets, c'est vaut-il mieux emprunter sur 20, 25 ou 30 ans ? C'est une bonne question, c'est vraiment propre à chaque client. Pour avoir plus de capacité d'emprunt, c'est sur 25 ans, 30 ans. Maintenant, aujourd'hui, ça dépend du profil. Si je suis un jeune, j'ai 25 ans, je veux faire mon premier achat, je sais que je vais avoir des mensualités qui sont lourdes, un revenu qui est plus bas, bah personnellement, et c'est ce que j'ai fait moi-même, j'ai emprunté sur 30 ans. Ça m'a permis d'avoir 150, 200 € de moins de mensualité. Ces 150, 200 € m'ont permis de partir en vacances, de profiter, de ne pas avoir une charge trop lourde. Ça dépend vraiment du client. Certains clients pensent avant tout aux intérêts et donc à payer moins. Maintenant, certains clients préfèrent un confort de vie et du coup avoir moins d'échéances et être juste à l'aise tous les jours sur leur relevé de compte. Bon, on voit bien que c'est derrière tout ça, il y a surtout une peur en fait, c'est de s'engager et sans être sûr. Mais en tout cas, là, propre à chacun de choisir sa durée selon son projet. Pour terminer ce tour de table, 2 dernières questions clients qui représentent vraiment ce qu'on entend au quotidien. Et c'est Raphaël qui va se joindre à nous pour remplacer Ahmed. Merci Ahmed. Raphaël, c'est à vous. Bonjour Romain. J'ai une petite question pour toi qu'on m'a posée dernièrement. Pourquoi entre 2 banques, je peux avoir 2 taux complètement différents ? Pas complètement, mais assez différent. Ça va rejoindre ce qu'on a posé juste avant. Alors, c'est une véritable question et ça rejoint encore la question d'avant. Donc, les clients se suivent. Aujourd'hui, on peut avoir 2 taux différents dans 2 banques. Ça dépend de l'ouverture de marché des banques. On a des banques aujourd'hui qui font des taux d'appel en début d'année parce qu'ils veulent absolument remplir leur enveloppe de prêts immobiliers qui sont prévus pendant l'année. On a des banques, par contre, qui veulent prioriser le professionnel et la relation client, donc qui vont pas forcément ouvrir les taux et baisser directement, faire des décotes sur tout ça. Et du coup, ça permet, nous, en tant que courtier, d'aller chercher la banque du moment et celle qui a vraiment envie d'ouvrir les vannes pour avoir du dossier. Ça redistribue les cartes de tous les clients parce qu'aujourd'hui, les clients passent beaucoup par nous. À part pour un prêt immobilier, les banques n'ont pas forcément de clients qui passent la porte juste pour un prêt ou juste pour ouvrir un compte. À part des jeunes pour des étudiants ou autres, c'est vraiment juste des prêts immobiliers qui font la différence. Et aujourd'hui, les banques pratiquent, par rapport à ce qu'ils recherchent dans leurs objectifs, les taux en fonction de la période et en fonction de leurs enveloppes. D'accord. Est-ce que c'est réellement intéressant de passer par un courtier plutôt que d'essayer soi-même? En quoi ça peut l'être? Et j'aurais été un peu plus agressif, en fait. Moi, j'aurais dit, je vais te pousser dans tes retranchements. Est-ce que c'est plus intéressant de passer par un courtier ou on peut se débrouiller tout seul? Et même, je vais t'aider, j'aurais dit, pour avoir le même résultat, en vrai. Est-ce qu'on aurait le même résultat si on passe tout seul que par un courtier? Alors, tout dépend de qui on est. J'ai des clients, des fois, qui se débrouillent et qui font très bien les choses. Maintenant, aujourd'hui, c'est un peu la chance aussi. Si aujourd'hui, je peux aller dans la même agence bancaire en allant dans le bureau de gauche, je ne vais pas avoir le même taux ni le même service que dans le bureau de droite.
Aujourd'hui, on peut avoir 2 taux différents, 2 montages différents en passant juste dans la même agence bancaire. Ce qui fait que nous, l'avantage qu'on a pour faire gagner du temps aux clients, c'est qu'on connaît les marchés, on connaît les banquiers de nos secteurs, ils sont habitués à recevoir beaucoup de dossiers de notre part, donc ils viennent aujourd'hui maintenant même en agence nous demander si ça marche, s'il y a des dossiers. On a un vrai partenariat avec les banquiers du secteur, ce qui fait que sur certains dossiers, ils sont amenés à décoter plus pour leurs clients, ou alors amenés à valider des dossiers un peu plus difficiles parce qu'on leur en amène beaucoup. Et on découvre vraiment, en fait, et c'est ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est qu'on découvre des nouveaux banquiers, des personnes qui arrivent, des personnes qui croient au projet. Et si jamais on tombe sur le mauvais bureau ou sur la mauvaise banque, aujourd'hui, vous pouvez avoir un client qui veut du sans-apport, il va aller voir certaines banques, on va lui dire non, c'est pas possible. Alors qu'en venant nous voir, lui, il va peut-être abandonner son projet. Alors qu'en venant nous voir, on va lui dire non, peut-être qu'en passant par cette banque et juste en épargnant pendant 2 mois, vous allez pouvoir acheter un bien à cette hauteur-là. Et vraiment, c'est vraiment l'avantage du courtier. Et ce qu'on propose, c'est vraiment ça. D'accompagner, un vrai intérêt. Et d'aller chercher des vraies solutions avec des banquiers qui vont croire au projet du client et l'accompagner. Alors tout du moins dans ta façon de travailler chez Credissimo, parce que pour avoir côtoyé plusieurs courtiers, tous n'ont pas la même expertise et les mêmes connaissances bancaires, et on se retrouve avec beaucoup de courtiers qui ne savaient pas faire, et donc félicitations à toi, Romain. Merci. Après, je pense que c'est une question de persévérance encore. En fait, à un moment donné, on a le manuel du courtier, on sait comment fonctionne le courtage, on connaît les dossiers. Maintenant, quand on voit, et c'est des agences immobilières qui me l'ont appris, c'est que j'ai vu des dossiers que je refusais au début de ma formation, où je me disais non, ça passe pas, ça rentre pas dans les normes. Et puis en tentant, en envoyant, les dossiers passaient. Et des dossiers que je refusais moi et que les banques passaient. Donc je me suis dit, si les banques arrivent à les passer, c'est que moi je peux les passer aussi. Et au final, c'est en apprenant et en faisant beaucoup de dossiers. On ne pourrait pas résumer ça par l'expérience, tout simplement. C'est de l'expérience, mais c'est beaucoup de travail. Et c'est qu'on tient le projet immobilier du client. Je pense que c'est le plus gros projet de sa vie. Donc, si on se bat pas pour son projet, aujourd'hui, laisser un dossier sur le bureau, pas y toucher pendant 1 mois ou faire juste 3 banques pour dire j'ai fait 3 banques mais ça passe pas, c'est pas ma façon de voir les choses. Ça met des projets en péril et c'est tout ce qu'on déteste, bien sûr. Pour vous comme pour moi. Et puis, mais pour les clients surtout, en fait. C'est d'où l'intérêt de passer par un courtier. Passer par un courtier, mais le bon courtier, du coup. Ouais, complètement. Ces questions concluent très bien le tour d'horizon des préoccupations clients. On le voit clairement à travers vos intentions, les projets sont bien là, mais les clients ont surtout besoin d'être rassurés, compris et accompagnés. Ouais. Avant de conclure cet épisode, j'aimerais revenir une dernière fois vers toi, Romain. Si tu devais laisser à nos auditeurs un message clé, un conseil simple mais essentiel à quelqu'un qui envisage un projet immobilier aujourd'hui, quel serait-il ? Il faut qu'ils préparent leur dossier. Aujourd'hui, la différence avec un courtier et un banquier, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va étudier le dossier et aujourd'hui, on est tous à notre compte. Si le dossier passe pas, et n'importe quel courtier de n'importe quelle enseigne est à son compte, si le dossier passe pas aujourd'hui, c'est différent que si on le fait traiter directement. Nous, aujourd'hui, on prépare les dossiers. Un client qui va se faire des films en voulant acheter sans avoir préparé son dossier, sans avoir évalué auprès d'un courtier vraiment le dossier, l'apport, va peut-être avoir une désillusion dans 3 mois. Si jamais aujourd'hui il a préparé son dossier, qu'il est venu nous voir, qu'il nous a fourni ses documents pour analyser tout son dossier, il a beaucoup plus de chances de réussir à être propriétaire que s'il ne le prépare pas et qu'il se lance dans un projet sans même connaître sa capacité d'emprunt. Oui, mais c'est ce qu'on dit aussi, nous, c'est ce qu'on conseille toujours, de bien l'organiser en amont et même que, que tu puisses le recevoir en amont et que tout le dossier soit monté, c'est super important. On conseille beaucoup et avant même au premier échange avec les acquéreurs concernant le financement et après on peut les envoyer. Ouais. C'est hyper important, je mets un point d'honneur à ça, c'est qu'aujourd'hui quand je laisse partir une simulation de mon agence, je veux qu'on soit sûr du dossier. Alors la simulation est datée, si à 3 mois le client change de situation, c'est différent. Maintenant aujourd'hui, si mon équipe fournit et si les équipes de Credissimo fournissent des simulations, le but c'est vraiment d'avoir un dossier qui passe. Parce qu'elle va circuler et aujourd'hui, tout le monde va l'avoir. Et derrière, on risque d'être en porte-à-faux. Merci Romain pour ton expertise et la qualité de tes conseils. Tous les conseils que tu as pu apporter lors de ce podcast, je pense, ont été très très intéressants. Si vous avez un projet immobilier ou besoin d'y voir plus clair sur votre financement, vous pouvez retrouver Romain. Ses coordonnées sont indiquées à l'écran et en description de l'épisode.
Comme vous l'avez compris, il aura sûrement une solution sur mesure à vous apporter. Pour conclure, ce qu'il faudrait retenir de cet échange, c'est que derrière les chiffres et les taux, il y a surtout des projets de vie importants, mais trop souvent des inquiétudes. Et surtout qu'un projet immobilier bien financé, bien accompagné, est avant tout un projet serein et sécurisé. Merci de nous avoir regardés. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, dont les liens s'affichent à l'écran. Nous allons continuer à intensifier nos contenus pour vous apporter toujours plus de valeur, de clarté et de conseils concrets autour de l'immobilier. En attendant, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de notre podcast. À très bientôt.